Bonsoir à toutes et à tous, et bien, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Club Immo, Club immobilier de l'ID. Donc pour une nouvelle édition aujourd'hui, donc l'ID, donc la première fois effectivement qu'on se retrouve sous ce nouveau nom, l'ARSEG étant devenu l'ID, et je répète également, on prononce bien ID, non pas IDET, donc ID comme inspirer et développer des environnements de travail. Donc la dernière fois qu'on s'était retrouvé fin d'année, c'était pour un baromètre, le baromètre des décideurs et de la transformation, l'évolution des environnements de travail. Et aujourd'hui, on va attaquer ce rendez-vous sous un autre thème, un thème qui nous a paru relativement évident compte tenu de ce qui se passe depuis plusieurs mois et sur l'évolution du contexte, en particulier de budget. On va donc parler de budget pendant ce séminaire, donc budget immobilier. Donc, je propose pour commencer, effectivement, d'accueillir les différents intervenants qui vont s'exprimer ce soir autour de ce thème. Donc j'accueille d'abord Aurélie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélie Delagosi, directrice du développement chez Forma depuis maintenant 2 ans. Depuis plus de 30 ans chez Forma, nous avons à cœur d'accompagner les entreprises dans leur réflexion immobilière et leur environnement de travail. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce premier webinaire de l'année du Club Immo. Karine. Juste le temps de monter en scène. Bonjour à toutes et à tous, Karine Frémaux, au sein de la direction immobilière et lieu de vie d'Harmonie Mutuelle. Nous intervenons sur les sujets immobiliers, environnement de travail, pour le compte de nos collaborateurs et sur l'ensemble de nos sites dans le territoire français. Et puis Magali. Bonjour à tous et à toutes, je suis Magali Marton, je suis directrice de la stratégie du marketing de la data chez Colliers France. Nous accompagnons les entreprises utilisatrices, mais aussi les investisseurs dans la compréhension des mutations des environnements de travail, l'assistance aux conceptions, aménagement d'espace, et puis plus récemment sur des aspects plus transactionnels à direction des entreprises utilisatrices, mais aussi des investisseurs. Et je suis ravie d'être parmi vous. Alors, interviendra également Julien Fouché. Je vais présenter sommairement parce qu'il va nous rejoindre avec un petit peu de retard. Donc, Julien Fouché, qui est le directeur immobilier et environnement de travail du groupe UP. Donc, vous le connaissez puisqu'effectivement, jusque-là, c'était lui qui pilotait ce club immobilier. Et puis, me concernant, parce que je ne me suis pas présenté, donc Bruno Devers. Donc, je suis aujourd'hui directeur immobilier et services généraux du groupe Aegis. Donc, groupe Aegis, c'est un gros bureau d'études dont le métier de la conception et de l'engineering en infrastructure dans le domaine du bâtiment, des transports et de l'urbanisme. Voilà. Donc, Julien nous rejoindra un petit peu, nous rejoindra tout à l'heure. Et donc, je vous propose la manière dont on va vous présenter ce thème. On va parler effectivement, on l'avait appelé effectivement budget immobilier, contrôle-moi si tu peux, pour refléter un peu les prises de tête ou difficultés qu'on a pu avoir à finir l'année 2022 et surtout pouvoir prédire nos budgets 2023. Et on va aborder ce sujet autour de 3 thèmes qui touchent l'immobilier. Le premier, des loyers. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, on va parler d'ILAT. Deuxième domaine, on va parler de tout ce qui est énergie, donc consommation et surtout donc facture énergétique et également services, donc avec un certain nombre d'aspects d'inflation, mais également d'envolée de certains prix. Et puis pour la troisième partie, nous parlerons nous évoquerons le sujet des travaux d'aménagement avec effectivement tous les sujets budgétaires et délais associés à ce thème. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par le premier domaine et je vais laisser naturellement la parole à Magali qui donc va nous parler de loyer. Merci Bruno. Alors, pour cette partie, en quelques minutes, vous présentez 2 éléments finalement d'analyse. Les loyers d'un côté et puis les prévisions d'évolution telles qu'on peut les imaginer pour la partie ILAT. Alors, par définition, et comme on a assez peu de temps, on s'est concentré plutôt sur l'observation de l'évolution des loyers des bureaux en Île-de-France, mais aussi en région.
simplement à travers cette première diapositive deux lectures différentes sur l'évolution des loyers de bureaux. Je les ai scindées pour plus de compréhension en fonction de la qualité des surfaces auxquelles nous allons nous intéresser. Première main, donc tout ce qui est constitué des surfaces de bureaux neuves et restructurées en Île-de-France, avec une sectorisation un petit peu large qui nous permet finalement de voir les différentes dynamiques par secteur géographique, puisque le loyer, ça n'est que finalement la résolution de la variation, en tout cas de l'équilibre ou du déséquilibre qu'on a entre l'offre et la demande, et puis le même exercice sur le loyer de seconde main. J'ai envie de vous dire, les courbes, elles parlent d'elles-mêmes. Je vous ai quand même remis les évolutions moyennes, et c'est là où on va commencer à voir des écarts assez marqués, finalement, entre des secteurs pour lesquels on a sur les 5 dernières années. Donc, si je compare aujourd'hui le positionnement en 2022 de ces valeurs locatives par rapport à ce qu'elles étaient il y a 5 ans, donc en 2017, selon les secteurs, on a des évolutions, alors que je ne qualifierais pas de forcément positive, mais en tout cas une augmentation dans une amplitude très variée, de 4 à 22% quand on va regarder les surfaces de première main. Et puis sur la seconde main, qui constitue le gros finalement du marché, de 3 à 34%. Augmentation plus forte selon que les transactions vont avoir porté sur des locaux qui ont fait l'objet de rénovation. Donc on ne parle pas tout à fait de la même qualité de seconde main, mais on voit bien une forme de surenchérissement sur les loyers. Et bien évidemment, il ne vous aura pas échappé le dessin de la courbe du fameux quartier central des affaires. Donc là, on est en observation de loyer moyen. Comme toute moyenne, il y a des valeurs dont on a entendu parler qui sont bien au-delà des 800 €. Mais on voit bien tout d'un coup alors ce surenchérissement, mais aussi, je dirais que c'est l'une des forces du marché des bureaux en Île-de-France, le panel, l'amplitude finalement des valeurs locatives, puisque on va démarrer sur de la première main autour de 250-280 € pour monter jusqu'à pratiquement 800 € sur le Paris quartier central des affaires, et on va trouver une adéquation entre une première main qui est juste autour de 290 € en seconde main et qui va monter jusqu'à 700 €. Ça, c'est l'observation du loyer transacté, le fameux loyer facial. Bien évidemment, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est le volume des accompagnements, que ce soit de la franchise, que ce soit du loyer progressif, de la mise à disposition gratuite. Et là, on a finalement une moyenne qui tourne autour de 25%. Alors, pour être dans la précision du chiffre, 24,6%. Là encore, extrême diversité des situations, puisque dans les secteurs les plus en tension, on est autour de 10-15% de mesures d'accompagnement, quand on frôle pratiquement les 40% sur les secteurs où nous sommes en suroffre. Donc, renchérissement de loyer, mesures d'accompagnement qui s'ancrent dans le paysage et avec cette amplitude qui est très forte. Si maintenant, alors j'aurais aimé faire le même exercice en région, mais alors là, il faudrait qu'on arrive à avoir exactement la même granularité et éléments d'analyse. Je vous ai juste mis quelques valeurs un peu pour les avoir en tête entre de la première main, de la seconde main, à grosse maille, mais c'est juste pour vous donner à peu près une idée. Ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver des thèmes assez forts, c'est-à-dire plutôt un phénomène de renchérissement des loyers en seconde main, plus qu'en première main finalement, où on a une forme on arrive pratiquement à un étiage quand on regarde les loyers prime. Ça pose aussi la question de l'élasticité des loyers sur les parties bureaux. Selon les secteurs, on va se retrouver avec des loyers qui vont avoir augmenté de 15 à 20%. Selon les localisations et selon les qualités. Donc, on a tout de même ce poste de dépense loyer qui est important. Alors, dans une recherche de maîtrise du budget, je ne parle même pas d'économie, mais de maîtrise du budget. Comme toujours, il faut jouer la carte, bien évidemment, de la localisation, qui reste le critère principal,
toutes les localisations, que ce soit en Île-de-France ou que ce soit dans les marchés régionaux, n'affichent pas les mêmes valeurs locatives. Et puis après, forcément, selon qu'on s'intéresse à telle ou telle qualité, on peut avoir une variation du loyer. Et puis, bien évidemment, dans le jeu de la négociation, alors c'est là que j'ai envie de juste faire un petit clin d'œil au métier de conseil en immobilier dans sa partie brokerage, la compréhension finalement de la situation du propriétaire, de la pression qui peut s'exercer ou pas sur le fait de devoir le louer vite ou à la valeur ou accompagné, permet aussi d'avoir une marge de négociation. J'en dis pas plus, ça c'est sur la partie loyer. L'autre grand sujet, et Dieu sait que c'est un sujet très 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 important, et la première courbe parle d'elle-même, projection annuelle de l'ILAT. Donc, je vous ai, pour de la compréhension, annualisé finalement l'évolution de l'ILAT, et on voit bien comment en 2 ans, on est passé d'un monde à l'autre. Puisque grosso modo, alors 2020, année ultra particulière, mais qui nous amène maintenant en 2022 avec une augmentation moyenne qui est de l'ordre de pratiquement 5,5. Comment est-ce qu'on peut se projeter sur cette ILAT au cours des prochaines années? Je vous livre une projection qui s'articule autour de 3 scénarios selon ce que l'on va retenir en termes d'ICC. Soit on prend la dernière valeur telle qu'elle a été publiée T4 2022 qui était stratosphérique, soit on prend une moyenne de 2022, soit on se réfère à quelque chose qui appartient peut-être un peu au monde d'avant, une moyenne d'évolution d'ICC entre 2015 et 2019. Force est de constater que quel que soit le scénario retenu, cet ILAT très très fort qui induit donc de façon automatique une augmentation finalement du loyer qui sera payé, va être un thème encore qui va nous accompagner en 2023 et d'une certaine façon en 2024. Pour être un petit peu plus fin dans l'analyse, parce que l'ILAT, c'est finalement un indice trimestriel, je vous ai reventilé cet ILAT et proposer une lecture de la façon dont il va évoluer au cours de l'année 2023 et de l'année 2024. Alors 2023, ce qu'il faut retenir, c'est que on va, parce qu'aussi dans l'élément de calcul de l'ILAT, on a 3 éléments, hein, on a l'ICC, on a l'inflation et on a la croissance économique telle qu'elle est reflétée par l'évolution du PIB. Le PIB va être moins fort en 2023. L'inflation, à un moment ou un autre, va se calmer. C'est ce qui induit finalement la pente descendante, une pente qui est quand même assez douce, même si on la voit bien se matérialiser au fur et à mesure des trimestres de 2023. Donc, on va partir avec une projection d'ICC un tout petit peu supérieure à 5% pour le premier trimestre, qui nous amènera autour de 4,2% à la fin, à 4%, pardon, à la fin de l'année 2023. Et puis, on va voir sur les années 2024 et 2025 un ILAT se recaler. Alors, la projection est toujours un exercice difficile, mais sur une valeur qui sera grosso modo assez proche de 3%. Voilà, nous, la lecture qu'on peut vous proposer sur nos projections trimestrielles de l'ILAT. Bien évidemment, cet ILAT-là, il se conjugue avec des conditions de marché et, comme toujours, un rapport de force sur certains secteurs, une offre qui est surabondante, là où, dans une lecture utilisateur, on peut se dire qu'on a une marge de manœuvre, une marge de négociation pour faire baisser les valeurs, travail qui n'est pas forcément déjà fait par les propriétaires hein, qui aujourd'hui ont encore un petit peu de mal à finalement prendre acte. Alors, c'est une situation difficile hein, pour un propriétaire de dégrader sa valeur, mais il nous semble que sur un certain nombre de secteurs géographiques, en particulier en Île-de-France, où je vous rappelle, on a des taux de vacances entre 3 et pratiquement 21%. Sur ces secteurs-là, il y a forcément une marge de négociation à avoir. C'est un peu moins le cas sur les marchés régionaux. Voilà ce que je pouvais partager avec vous en quelques slides et quelques minutes. Merci Magali pour ces informations. Donc, la boule de cristal,
on la laisse un peu de côté. On a des courbes sur lesquelles, qui ne sont que des prévisions, hein, c'est exactement ce que tu as dit, mais qui permettent peut-être d'ajuster ou de réajuster les budgets qui avaient été faits à l'automne dernier pour l'année 2023. Et comme tu le dis, effectivement, avec peut-être dans certaines localisations, en fonction de la typologie d'immeuble, des quelques marges de manœuvre, même si on le sait tous, surtout sur les loyers, on est sur du long terme. L'ILAT, c'est quelque chose qui est contractuel, dans lequel on peut difficilement négocier, mais il reste quand même quelques marges d'entente à trouver avec les bailleurs. Exactement. Là-dessus, Karine, tu avais peut-être, avec ton expérience et un parc différent, une approche un peu différente. Effectivement, puisque Harmonie Mutuelle est principalement propriétaire de son parc, on a quelques pieds d'immeubles pour nos agences commerciales où nous sommes locataires. Effectivement, hein, l'idée, c'est de négocier avec les bailleurs lorsque nous avons notre casquette de locataire. On a bien matérialisé dans nos budgets et dans nos BP l'augmentation et l'indexation que Magali a évoquée. On est à peu près sur ce trend-là. Et lorsqu'on a notre casquette de bailleur, eh bien, c'est d'être attentif à appliquer lorsque l'on peut et puis à négocier peut-être lorsque c'est trop contraint. On a peu de propriétés sur Paris. On a un maillage géographique qui est vraiment étendu sur tout le territoire. Mais c'est vrai que sur certains territoires, ça peut se tendre. Je rejoins Magali là-dessus. J'en profite d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous poser des questions via le chat. On essaiera de les lire en parallèle et d'interagir. N'hésitez pas à interagir. Donc, si à ce niveau-là, si on n'a pas de questions, je vous propose qu'on passe au deuxième volet. Et donc, Magali, merci en tout cas d'être venue et de nous avoir éclairé avec toutes ces données de compréhension de l'évolution du marché, qui effectivement qui est à la fois très localisé, qui au sein d'une ville, et on ne parle pas que de la région parisienne, mais au sein de chaque agglomération, on trouve effectivement des différences liées effectivement à l'évolution d'occupation, les taux de vacances et un certain nombre de paramètres qui font que le marché évolue aussi vite que d'ailleurs cette ILAT, et on voit cette évolution qui est quand même très subite, monter très haut, qu'on voit déjà commencer à redescendre, ce qui est plutôt en soi ce qui peut être considéré comme une bonne chose. Mais voilà, donc chacun, on est sur un terrain un peu mouvant, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans les autres parties. On est dans une phase depuis quelques mois, enfin depuis globalement 2 ans, sur une phase assez compliquée pour arriver à piloter, maîtriser, et comme tu disais aussi Magali, optimiser. Ça c'est encore un autre débat. Souvent on est sur du temps long et particulièrement sur un bail. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu tous les éléments qu'on essaye ce soir de mettre un peu en lumière. Voilà. Donc, je vous propose de passer à la deuxième partie, donc sur ce qu'on a appelé effectivement les dépenses énergétiques et les contrats de service, sur lesquels effectivement il y a le marché a énormément évolué. Sur la partie énergie, tout d'abord, 2 choses. La première qui est effectivement l'évolution des prix. Le prix, on l'a tous subi, d'ailleurs à titre professionnel, donc au sein de nos entreprises, mais également à nos domiciles. J'avais particulier qui est l'évolution de l'énergie, qui a été un croisement de beaucoup de paramètres, dont les principaux ont été un contexte géopolitique très perturbé, notamment ce qui se passe encore en Ukraine, donc une grosse déstabilité d'un côté, également ce qu'on a vécu de manière plus nationale, donc au niveau de la France, une situation inédite d'un point de vue production énergétique, production d'électricité, alors j'ai plus le chiffre exact, mais sur les 56 réacteurs en France, on a eu, je crois, plus d'un tiers à un moment donné, et en tout cas à l'automne dernier, plus d'un tiers qui était en arrêt, soit de longue durée, soit de plus courte durée pour des questions de maintenance. Et effectivement, tout ça a extrêmement déréglé le marché qui reste effectivement un marché au vrai sens du terme. Et on a pu constater, si je change la slide, sur ces slides, effectivement, on vous a mis un graphe de l'évolution du prix du mégawattheure, donc sur les quelques dernières années.
où on voit que jusqu'à globalement 2021, le prix du mégawattheure oscillait entre 50, autour des 50 € du mégawattheure. Et on a eu jusqu'à l'été dernier une envolée assez sporadique, mais qui est montée quasiment à 1 000 € le mégawattheure, donc soit fois 20, un coefficient 20 d'augmentation, donc un pic incroyable qui forcément a impacté et également en train d'impacter un peu tout le monde. Tout le monde a été effectivement impacté de manière aussi assez différente en fonction des opérateurs, en fonction des contrats souscrits par différentes personnes, sachant que dans les contrats, il y a différentes typologies. Et assez souvent, en tout cas en entreprise, on a des contrats qui sont des contrats mixtes avec à la fois du prix marché, avec des prix plus régulés et en particulier les prix ARENH, qui sont effectivement l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, donc qui, elle, définit des prix, si je ne me trompe pas, en 2023, de l'ordre de 46 € du mégawattheure, donc extrêmement inférieur au marché. Et donc, en fonction des contrats, les budgets ont été fortement impactés. Donc, je pense que ça, vous l'avez tous vécu. Vous avez tous été questionnés, en fait, se poser des questions. Est-ce qu'il faut que je change mon contrat quand il y avait une possibilité de changement pour essayer de moyenner ou en tout cas de contrôler cette forte augmentation. En parallèle, effectivement, de ce prix marché, ce qu'on a aussi vécu dans les derniers mois et qui a effectivement fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de réflexions qui ont été mises en place à l'automne dernier, puisqu'on se retrouvait de manière inédite avec l'appréhension de se retrouver en pénurie d'énergie, en particulier en France, et compte tenu effectivement des consommations historiques, et d'un côté et de l'autre des capacités de production connues, on risquait dans certains cas de se retrouver dans certaines zones en blackout. Et c'est pour cette raison que sous effectivement RTE, donc le réseau d'énergie en France, avec l'ADEME, donc qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui ont initié des démarches dans lesquelles je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont été impliqués pour réfléchir sur la manière de finalement contrôler ou essayer de prévoir cette évolution et c'est surtout cette pénurie. Donc, ce qui a été créé à l'époque, qui existe encore aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé les mesures EcoWatt. Donc, EcoWatt, c'était quoi? C'était un baromètre qui définit 3 niveaux de consommation énergétique au niveau national et donc avec des niveaux d'alerte assortis. Donc, quand on est en zone verte, c'est-à-dire que globalement, la production énergétique prévue va être en accord avec effectivement les capacités, donc en deçà des capacités normales. Quand on passe en zone orange, c'était de dire attention, là on risque de franchir un peu la limite de la production, et rouge, c'est qu'il y avait de gros risques de réduction. Donc les entreprises ont été invitées à définir des mesures pour effectivement, en fonction du niveau d'alerte. Donc, ce baromètre était sur les 4 jours à venir, un peu comme une prévision météo qui annonçait et qui est effectivement très dépendant du climat et la température, parce qu'effectivement, le chauffage étant une grosse raison de consommation énergétique, qui était en prévision de ça, de permettre à chaque entreprise de mettre en place des dispositions pour essayer de limiter cette consommation de manière ponctuelle. Donc ça a amené globalement 2 types de mesures en interne dans les groupes. Les premières que je vais qualifier de données techniques, c'est-à-dire effectivement que peut-on dans un immeuble régler différemment pour moins consommer. Donc typiquement, et le plus gros poste de réduction possible, parce que c'est le plus gros poste de consommation pendant l'hiver, en tout cas c'était le chauffage. Donc c'était de définir, et on a pu entendre effectivement, et même à titre particulier, les recommandations de baisser le chauffage à une valeur de 19 degrés, qui était effectivement donc de baisser le chauffage. D'autres mesures techniques peuvent être également sur les temporisations d'extinction des lumières, et en particulier la nuit. Certaines mesures aussi d'extinction d'enseignes lumineuses. Il y avait
par immeuble, par entreprise, enfin, tout le monde a été invité à réfléchir à certaines mesures. Et puis après, donc ça, c'était toutes les mesures techniques. Et de l'autre, ce qu'on a appelé les éco-gestes, qui étaient effectivement de dire à tout le monde et à chaque collaborateur dans les entreprises de les inciter à avoir des éco-gestes pour effectivement aussi baisser cette consommation. Donc, un éco-geste, c'est quoi? C'est, par exemple, prendre l'escalier plutôt qu'un ascenseur pour éviter une consommation. Donc, et celle-ci peut être évitée. C'est des réflexes qui, pour certaines personnes, peuvent paraître simples, pour d'autres, moins, on va dire, moins réflexes, qui est d'éteindre son écran d'ordinateur quand on part en réunion ou déjeuner ou qu'on s'absente. Voilà, c'est tout un tas de mesures qui, cumulées au niveau d'un immeuble, peut permettre une nette réduction des consommations. Peut-être à ce niveau-là, d'ailleurs, je regarde le chat. Je ne sais pas s'il y a déjà des interrogations ou des questions là-dessus, mais voilà. Donc ces mesures ont permis. Alors il y a eu certainement plein de bonnes raisons, mais en tout cas de ne pas avoir permis qu'il n'y ait pas des délestages qui avaient été aussi envisagés par RTE, qui était effectivement ponctuellement d'avoir à stopper pendant une durée de 2 heures ou autre une zone, un bout de ville, ou en tout cas qui aurait pu avoir des impacts dans les entreprises. Je pense qu'également beaucoup d'entreprises se sont posées la question, j'ai un data center, s'il y a un blackout, est-ce que je suis équipé d'un groupe électrogène, est-ce que j'ai des moyens de garder de l'alimentation le temps de la coupure, est-ce que je ferme mon site sachant que si j'ai pas d'alimentation ou si j'ai que de l'alimentation de secours, je vais plutôt inciter mes collaborateurs à rester en télétravail. Voilà, tout un tas de questions qui effectivement nous ont tous impliqués. Peut-être en complément, Bruno, effectivement, hein, on a mis en application concrètement sur nos sites d'exploitation. Pour rappel, on est propriétaire et donc exploitant également de ces sites dits administratifs ou des agences commerciales. On a mis en place les éco-gestes, on a eu une grosse action de communication auprès de tous nos collègues et collaborateurs. Et puis, on a pris des mesures techniques, comme tu les as décrites. Et je ne peux pas communiquer le chiffre exact parce qu'on n'a encore pas communiqué officiellement, mais je peux vous dire qu'on a mesuré et qu'aujourd'hui, on a dépassé largement les 10% d'économies qui étaient attendues et espérées, en tous les cas, l'injonction qu'on avait reçue du gouvernement, qui était en fait une première marche vers les objectifs du décret tertiaire, hein, tout simplement. Donc, on a, chez Harmonie Mutuelle, largement dépassé ces 10%. En mettant en place l'ensemble de ces éco-gestes et solutions techniques. Et là, actuellement, on prépare de la même façon la période d'été avec la climatisation, plutôt à 25 degrés, enfin, comme le chauffage. Donc, alors, pour répondre à la question de Patrice, je fais du direct, Bruno, excuse-moi. Vas-y, On n'a pas mesuré spécifiquement parce qu'on est en train justement d'instrumenter là un peu tous nos bâtiments et nos équipements. Donc, dans quelques temps, on pourra le faire, mais là, on n'avait pas les moyens techniques de mesurer les plus économes. Je rejoins Bruno. Je pense que le chauffage, malheureusement, parce qu'on a tous parfois eu froid dans nos bureaux, on a tous fait des visios avec les écharpes et les cols ondulés, mais malheureusement, le chauffage, je pense, est un levier important d'économie au même titre que la climatisation le sera cet été. Tout à fait, effectivement. Et également pour reprendre la question ou le point de Patrice, c'est qu'il y a, je pense qu'on a aussi un certain nombre, en tout cas nous, c'est ce qu'on avait fait en interne, en avance de phase, d'essayer de quantifier en fonction des mesures ce qu'on allait pouvoir économiser. Où on arrivait, alors qui était très théorique, hein, mais qui était donc principalement le gros poste, clairement, c'était le chauffage. Et effectivement, on arrivait à quelque chose autour des 10%. Au final, on le verra, mais je pense que pour beaucoup, c'est aussi trop tôt compte tenu des relevés de compteurs et aussi ces économies. Ce qui serait compliqué d'analyser, c'est qu'aussi
si on voulait vraiment comparer, il faudrait comparer à saison, ou en tout cas température de climat équivalente. Or, dans l'ensemble, me semble-t-il, on a eu un hiver qui était plutôt doux en général, donc je pense que ça a aussi rajouté ou en tout cas des réductions complémentaires. Mais après, en temps réel, pouvoir vraiment mesurer ces économies, c'est extrêmement compliqué. Il faudrait avoir un compteur derrière chaque résistance, ce qui est effectivement bien évidemment impossible. Je vois que Frédéric, effectivement, ce que je venais dire, effectivement, qui était en la rigueur climatique, nous a clairement bien aidé. Ça, c'est évident. Il y aurait eu un hiver extrêmement froid. Je pense que on aurait probablement, ou en tout cas, on aurait frisé de manière beaucoup plus proche les limites qui ont pu être constatées. Après, j'ai pas de retour non plus de ce que RTE a pu mesurer en termes de charge. Mais globalement, effectivement, jusque-là, on a été aidé à la fois par ces mesures et ces mesures, effectivement, qui se veulent, exactement, je suis d'accord avec toi, Karine, qui se veut d'une certaine manière pérenne. L'idée, c'est effectivement, globalement, de garder des températures plus basses l'hiver que ce qu'on faisait, peut-être de réfrigérer un peu moins l'été que ce dont on avait l'habitude. Et effectivement, Olivier, question sur le décret tertiaire, c'est quelque part les mesures EcoWatt, c'est une partie du chemin du décret tertiaire, en tout cas ça va dans le même sens. Ce qui est effectivement, ce qui est bien derrière, c'est que d'un point de vue sobriété énergétique, toutes ces mesures vont dans le bon sens. C'est également, je reviens sur la manière qui effectivement, je pense que chacun fait, mais donc toutes ces mesures, en tout cas en ce qui me concerne, quand j'ai eu à les présenter dans les CSSCT en interne, alors il y avait effectivement, on avait souvent deux discours, des personnes qui effectivement nous opposaient que travailler avec 19 degrés c'est compliqué. Inversement, les 2-3 semaines, enfin en tout cas les moments de réflexion sur la mise en place des mesures EcoWatt, on avait effectivement des remontées de salariés. Alors, je pense que c'était plutôt des jeunes, mais en fait, en tout cas de salariés qui nous poussaient en disant mais qu'est-ce que vous mettez en place? Il faut qu'on mette des choses en place d'un point de vue RSE, sur l'aspect RSE de ces mesures et effectivement de cette sobriété. Et pour rejoindre Olivier, effectivement, on savait que sur le volet décret tertiaire, avec l'atteinte des objectifs 2030, 2040, 2050, on avait une partie qui est estimée aujourd'hui à entre 10 et 15% d'usage d'éco-gestes. Et au final, ce plan de sobriété va déjà nous aider, va déjà amorcer ces changements d'usage et ces changements presque de mentalité pour arriver prêt au décret tertiaire sur ce volet-là. Donc effectivement, c'est vraiment la première marche. Et moi, je rajouterais aussi une chose qu'on a fait et qui nous a été, d'ailleurs, ça a été une proposition interne, c'est qu'en même temps que l'on a annoncé, mis en place, affiché, communiqué sur ces mesures EcoWatt, on a également ouvert une boîte à idées au sein du groupe et en fait en incitant les salariés à nous proposer, en disant voilà, nous on a réfléchi, on met en place un certain nombre de mesures, on vous propose un certain nombre de choses, mais proposez-nous des choses. Et on a eu effectivement un certain nombre de mesures. Ça a été aussi moyen pour nous de communiquer, d'impliquer les gens et d'impliquer les salariés, et ce qui effectivement contribue au résultat. Je vous propose, alors juste on sera beaucoup plus bref sur cette partie-là, sur la partie, alors quand on dit service, effectivement tous les contrats donc de prestations sur lesquels également là-dedans dans les hausses, il y a eu clairement la flambée de l'inflation qui a impacté un certain nombre de contrats, en tout cas alors soit de la révision, soit une renégociation, soit une demande de renégociation par nos partenaires ou prestataires. Mais qui a été clairement, qui s'est rajouté à cette évolution de nos budgets qui globalement ont augmenté un peu dans tous les sens. Donc là-dessus, pareil, pas grand-chose à faire. C'est un peu ce qu'évoquait Magali sur les liens entre le client et le fournisseur, d'essayer de trouver un compromis ou en tout cas de trouver une manière d'un côté de pouvoir
de payer probablement un peu plus cher pour qu'effectivement le prestataire aussi, surtout si c'est de la prestation de service, puisse augmenter son personnel. Donc, une fois de plus, c'est de la négociation, c'est de l'agilité, pour reprendre un terme très courant, pour effectivement s'adapter. En tout cas, voilà, c'était clairement, depuis quelques mois, c'est encore un élément sur lequel qui nous a fait un peu sortir des chemins classiques avec une évolution brutale. Bruno, pour répondre à Patrice peut-être, ou essayer de répondre à Patrice, le lien est direct. Effectivement, en moyenne, en France, on sait qu'on est à peu près à 2 jours de télétravail par semaine. Les premières enquêtes ou les premières statistiques montrent qu'il y a des pics de présence le mardi et le jeudi. Je pense que tout le monde y est confronté. Ces pics de présence montent à 60-70% en moyenne en France. Ça veut dire que le lundi, le vendredi, le mercredi, on est à des pics vraiment en dessous de 50%. On a même certaines structures avec du télétravail sur 3 jours où on a encore des taux de présence plus faibles, et ça a un impact direct sur les consommations d'énergie. Et là, il peut y avoir de l'optimisation d'espace, effectivement, de se dire sur certaines journées, pourquoi pas se regrouper sur tel ou tel étage, tel ou tel espace de travail, parce peut-être le flex mis en place le permet. Donc, il y a un vrai lien, et il y a vraiment un levier aussi là-dessus. Patrice, vous avez raison pour aller chercher de l'économie d'énergie. On a été poussé, comme l'a dit Bruno, à l'automne, on a été obligé de se mettre en marche, et je pense que d'année en année, on va optimiser ce genre de choses. Maxime, question sur la prévision des taux d'inflation. Alors, j'avoue qu'on l'a pas sous la main, même si effectivement c'est une donnée pour moi qui n'est pas purement immobilière. Voilà, donc là, le cours qu'on a, c'est un tout début 2023. Donc après, ce qu'on entend, c'est que l'inflation devrait, un peu comme ce qu'on disait aussi sur l'ILAT, se tasser, baisser un peu. Maintenant, c'est une fois de plus, c'est des prévisions, et donc je pense qu'il y aura autant de prévisions que de personnes qui la prévoient. Donc, malheureusement, pas trop répondre. La dernière question de Patrice, regroupement sur un étage, c'est effectivement, nous en tout cas, ce qui nous concerne, n'étant pas, alors on est en train de se transformer, il y a un seul site qui est en bureau partagé. À partir du moment où les bureaux ne sont pas dans une typologie de bureau partagé, c'est compliqué de rassembler des personnes dans un seul et même espace. Quand on parle de rassemblement, d'ailleurs d'un point de vue consommation énergétique, ce qui est le plus efficace, c'est un regroupement vertical. Et effectivement, quand on a un bâtiment qui est organisé en plusieurs ailes verticales, c'est de fermer ou d'isoler l'intégralité verticale plutôt qu'un seul plateau, ce qui permet, parce que ce qui consomme énormément, c'est effectivement toutes les CTA ou autres équipements en toiture, enfin, ou en sous-sol, mais le gros œuvre, et qu'on puisse couper. C'est certaines entreprises, c'est ce qui a été fait, certaines entreprises qui ont fermé leur bâtiment le vendredi, par exemple, où là, du coup, c'est une fermeture totale, ce qui permet, enfin, fermeture totale comme le week-end, où là, il y a une réelle réduction de la consommation. Après, se pose inévitablement la question, si on impose le télétravail, globalement, on impose aussi aux collaborateurs de plus consommer chez eux, plutôt qu'être au bureau. Donc là, on rentre dans des discussions qui peuvent être plus d'un ordre RH ou plus général. Ce qu'on va faire, on va passer quand même au dernier thème, parce que je vois l'heure qui défile. Et on va passer au troisième thème qu'on vous proposait, qui était sur l'évolution de ce marché sur la partie travaux, et pour lequel on va laisser Aurélie nous faire le point. Merci Bruno. Donc nous allons aborder la dernière partie de notre présentation sur l'aménagement tertiaire, travaux, délais et coûts. Nous vous proposons de démarrer ce vaste sujet avec un constat post-Covid, et nous poursuivrons l'échange sur les impacts et conséquences aujourd'hui sur les aménagements tertiaires. Quel constat post-Covid pouvons-nous faire? Nous voyons aujourd'hui apparaître la mutation d'un marché. Les différentes crises, l'inflation et la responsabilité environnementale en sont les principales conséquences. La première est connue de tous. Dans les entreprises comme chez les particuliers, il s'agit de l'inflation. L'autre est une tendance désormais généralisée dans les entreprises, il s'agit du télétravail.
Les entreprises tertiaires sont incitées plus que jamais à investir pour occuper des bureaux optimisés et adaptés à la nouvelle organisation hybride du travail. Cependant, elles se heurtent au mur d'une inflation galopante qui s'immisce dans tous les coûts d'aménagement. Nous poursuivons en slide suivante sur les impacts et conséquences aujourd'hui sur les aménagements tertiaires. Le premier impact direct sur les aménagements tertiaires aujourd'hui lié à l'inflation et la pénurie de matériaux. Celui-ci a un impact direct sur la hausse des prix. Les graphiques en démonstration sur la slide mettent en lumière cette inflation au cours du deuxième trimestre 2022. En 2023, 74% des entreprises déclarent que la pénurie de matériaux pose des difficultés de production et d'organisation. Ils étaient 56% en avril 2022. Ces difficultés se traduisent principalement par des modifications de planning liées aux réalisations des travaux. Plusieurs études consacrées au quatrième trimestre 2022 révèlent que la hausse des prix des matériaux touche l'ensemble du secteur du bâtiment. Sur 1700 entreprises interrogées, 92% déclaraient percuter cette augmentation à leurs clients, contre 89% au troisième trimestre 2022 et 45% au quatrième trimestre 2021. Cette augmentation est répercutée sur les factures en moyenne à hauteur de 68%. La hausse des prix observée est de 27% en moyenne entre janvier 2022 et janvier 2023. On enregistre la plus forte progression des prix, plus 29% dans le secteur de la menuiserie-serrurerie, suivi de très près par l'aménagement, décoration, plâtrerie à hauteur de 28%. Selon les données compilées depuis le début de l'année, au cours du troisième trimestre 2022, les coûts d'aménagement ont augmenté en moyenne de 10% sur les marchés étudiés, ce qui correspond à l'inflation générale. Au vu d'un contexte économique incertain, on estime probable que la hausse des coûts persiste à court terme. L'inflation des matériaux et de la main-d'œuvre sont en première ligne de cette hausse significative. Comme précédemment évoqué, l'inflation reste la principale difficulté à laquelle les entreprises ont dû faire face durant le second semestre 2022. Les achats de matériaux et matériels représentent pour environ 30% dans les dépenses courantes des entreprises du bâtiment. À cela vient s'ajouter la hausse du prix des carburants ainsi que la crise de l'énergie. L'inflation n'est donc pas le seul problème, l'approvisionnement en est un autre. En effet, entre juillet et décembre 2021, la part des entreprises déclarant des difficultés d'approvisionnement s'était accrue de 7 points. Dans presque la moitié des cas, cela se traduit par des retards ponctuels des chantiers, voire un report pur et simple du chantier prévu. Des alternatives ponctuelles peuvent être envisagées, telles que des changements de distributeurs ou de produits. Pour résumer, les difficultés d'approvisionnement ne signifient pas une pénurie, mais plutôt un allongement des délais de livraison. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci Aurélie. Ce que tu présentes, en fait, au sein du groupe, on l'a vécu, parce qu'on a régulièrement des projets d'aménagement et effectivement pour lesquels ça a été, au-delà d'ailleurs, on avait un l'année dernière dont les travaux étaient principalement pendant la période estivale, qui est déjà une période plutôt très compliquée et sur lesquels les délais. Alors, non seulement, effectivement, il y avait bien les deux aspects, c'était aussi, je pense, l'intérêt de présenter les choses comme ça, c'est qu'il y a d'un côté la pénurie crée des délais, donc des retards, ce qui peut poser un problème quand on déménage d'un site vers un autre, sur lequel on a calé sa fin de bail, et en tout cas la prise à bail ou la mise à disposition de démarrage des travaux, et on peut se retrouver à avoir un site futur qui n'est pas prêt, ou comme nous, dans notre cas, failli l'avoir, des salles de réunion dont les cloisons vitrées n'étaient juste pas là. Donc, ce qui est un petit peu plus compliqué pour conduire des réunions si les cloisons ne sont pas en place. Et voilà. Et en plus, l'impact budget qui peut poser effectivement des problèmes quand on a lancé des travaux avec une validation du COMEX, ou en tout cas de la direction sur un budget qui a été arrêté, et de revenir en disant by the way, il va falloir 10% de plus parce que la pénurie. Exactement. Et ça, un autre projet où c'est le cas. En gros, le montant global est augmenté parce que avec cet effet pénurie, forcément, les coûts des matériaux ont été revus à la hausse. Si vous avez des questions, s'il y a d'ailleurs parmi les participants, si
là-dessus ou vécu des choses, on est preneur. Bon, en tout cas, ce que je propose, on est arrivé au terme alors de ces 3 thèmes qui étaient, on a essayé de balayer les principaux gros axes de domaines de notre quotidien et qui ont été, d'un point de vue budget, fortement impactés là, depuis quelques mois. Essayer un peu aussi de vous faire part non seulement de cette vision globale, mais un peu de ce qu'on a pu vivre. Ce qu'on vous propose aussi, là, le temps de finir par la conclusion, si vous avez des idées sur des thèmes, sur les prochains webinaires ou prochaines tables rondes, on est preneur d'idées. L'idée, c'est effectivement que ce qu'on vous présente, ou en tout cas le débat qu'on met sur le tapis, réponde aussi à des attentes. Et sinon, j'en profite également pour dire qu'au sein de l'idée, donc il y a un club jeunes talents, qui effectivement sont des jeunes dans la profession, qui sont en école ou en train de sortir d'école liées au métier de l'immobilier et qui vont faire partie des clubs. Et on va voir au sein du club immobilier probablement intégrer dans notre équipe 1 ou 2 personnes, ce qui permettra d'avoir un œil, je vais dire jeune, non, un peu plus jeune que nous, et donc pouvoir essayer d'avoir effectivement une vision un peu confrontation aussi de génération et essayer d'enrichir un peu nos débats. Avant ça, ce qu'on propose, c'est effectivement la dernière slide qui sont des pistes d'optimisation, parce que là, on a effectivement essentiellement parlé de constats, de montants, de suivi de budget, et sur effectivement ce qui peut permettre, alors de manière plus ou moins rapide, et comme on va le voir sur cette slide, si on peut la mettre à l'écran, en grand écran, qui sont les moyens effectivement, qui permettraient d'optimiser nos coûts, qui sont effectivement certains, et on l'a évoqué dans les derniers webinaires, qui est déjà dans l'évolution de nos environnements de travail, sur effectivement des réductions de surface, un site où il y a moins de surface, nécessairement, pas systématiquement, mais nécessairement, on diminue chacun des coûts qu'on a évoqués. Et c'est revoir les choses un peu différemment. C'est aussi comme on l'a évoqué, comme peuvent le préconiser, alors qui est bien ou pas bien, ça pourrait être un thème de webinaire, c'est sur la fermeture des sites le vendredi, par exemple. On constate, effectivement, nous, en ce qui nous concerne, je crois que c'est à peu près partout pareil, on a un taux de fréquentation qui est à peu près 50% le vendredi, donc en gros, qui est moitié par rapport aux autres jours de la semaine. Et dans ce cas-là, certaines entreprises font le choix d'imposer le télétravail le vendredi, donc ferment leur site le vendredi, ce qui permet effectivement de réduire certains coûts. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, c'est effectivement, après, je pense que c'est une question qui se pose, c'est une question d'entreprise, c'est une question de culture et des différentes choses. Pour revenir sur le thème de notre webinaire sur le budget et par rapport aux pistes d'optimisation qui sont présentées, on a fait l'exercice, nous, dans la modélisation de notre business plan et avec des réflexions sur l'optimisation des espaces, des surfaces, des mètres carrés, des économies d'énergie que cela engendrerait, etc., etc. Toutes ces pistes d'optimisation, cela ne couvre à peine ou ne couvre pas les sujets d'inflation, les sujets d'augmentation des matériaux, des travaux, des indexations lorsque nous sommes locataires. Donc voilà, il y a vraiment des efforts à faire et ces pistes d'optimisation sont des bonnes pistes, ne serait-ce que pas pour générer des économies, mais au moins pour couvrir les prochaines années d'inflation qui nous arrivent. Donc, je vois une question au commentaire de Guillaume, effectivement, le sujet thème RH de la semaine sur la semaine des 4 jours, effectivement, c'est une réflexion. Voilà, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres commentaires, de conclure là sur ce webinaire. On a été effectivement ravis de vous présenter ces différents thèmes. J'en profite aussi pour donner rendez-vous à ceux qui sont la semaine prochaine au Salon Workplace, Porte de Versailles, pour ceux qui sont en Île-de-France ou qui viennent pour l'occasion.
au cours desquels il y aura différentes conférences et surtout différents stands où l'idée sera bien évidemment présente et ce qui peut être l'occasion de s'y croiser. Et voilà. Et puis le prochain rendez-vous, la date n'est pas encore fixée à ma connaissance, mais ce sera à l'automne. Et d'ici là, ce qui n'empêchera pas effectivement de pouvoir échanger et de continuer effectivement à partager à la fois les expériences, les bonnes pratiques, les évolutions, et puis débattre effectivement en direct sur les différents sujets. Je souhaite à tous une bonne soirée et pour certains peut-être à la semaine prochaine. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.